Vous avez raison d'applaudir avant. Je prends déjà ça. Non, j'ai besoin de faire une petite transition, en fait, parce que j'avoue que j'étais assez bluffée par la présentation d'avant de Jean-Loïc. Et bluffée, ou un vocabulaire plus joli serait de dire sous le charme. Je trouve que ce qui a été réalisé est fort et qu'on voit une transformation qui concerne tout le monde à tout niveau de l'entreprise, portée par la direction. Et donc j'ai besoin de dire ça aussi côté aéroport de Paris. On est dans une grande entreprise de services. J'espère et je fais le vœu qu'un jour ce soit un directeur, un membre du COMEX qui vienne présenter une démarche. On en prend la voie, mais aujourd'hui on est encore dans une entreprise où le Lean c'est fait plus à titre de petites expérimentations. Donc là, on va être uniquement focalisé sur la plateforme d'Orly, mais avec quand même de belles réalisations. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement quelques chiffres clés, le contexte aussi de l'entreprise. On fera un focus sur le projet et le plus important étant de savoir aussi qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est plus compliqué, qu'est-ce que la démarche a pu apporter et qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois. Donc déjà, on appartient à un groupe. On est le groupe Aéroport de Paris. Vous avez ici le trafic. En fait, on parle d'Aéroport de Paris. On a Paris Aéroport qui va être l'aéroport de Roissy et l'aéroport d'Orly, avec également le Bourget qui est de l'aviation d'affaires. Mais on a également dans le groupe des participations dans 25 aéroports. Et donc, si on prend la totalité de ces aéroports au prorata des parcs que l'on a dans ces aéroports, plus Roissy-Orly, on est le premier groupe aéroportuaire en termes de nombre de passagers. On va s'intéresser à un aéroport qui est un petit peu plus humain, à taille plus humaine. Donc, on va se focaliser sur l'aéroport d'Orly. Une des forces d'Orly, justement, c'est d'être à proximité de la ville. C'est l'aéroport francilien. On est allez, on a écrit 15 minutes en voiture. C'est pas tout à fait vrai. 5 heures du matin, je l'ai vérifié toute la semaine, ça marche. Et par contre, à 10 km de Paris. Mais par contre, en termes de proximité, on a une belle évolution parce qu'on va avoir le prolongement de la ligne 14. Donc là, on sera effectivement à 15 minutes de Paris. On a aussi la ligne TGV qui arrive en 2030. Voilà. Et quelques mots juste sur Orly, que vous ayez une vision. On a un panel de 150 destinations, la moitié étant des destinations plus européennes, France et européennes. Et on fait bien entendu, on couvre aussi l'international, notamment les dom-tom et l'Afrique. C'est aussi un bassin d'emploi, c'est important à dire, un bassin d'emploi très important. On a 250 entreprises qui travaillent sur la plateforme et ça représente 30 000 emplois directs, 85 000 indirects. Donc voilà. L'aéroport a une importance aussi dans toute la communauté, dans toute cette partie de l'Île-de-France. Alors, un petit mot sur la stratégie, mais je l'ai dit quelque part en introduction. Le Lean aujourd'hui n'est pas une stratégie d'entreprise. Pour autant, ce que l'on décline dans notre stratégie, c'est que, je ne sais pas si on a... Voilà, c'est qu'on souhaite diffuser une culture de l'excellence opérationnelle. Et qu'on se mobilise sur des sujets à fort enjeu de satisfaction client, notamment la ponctualité. C'est cette thématique qu'on va développer. Donc, un petit point sur l'importance de la ponctualité, parce qu'on a du mal à s'en rendre compte. Déjà, la ponctualité, c'est la première attente quand on va prendre l'avion. C'est une attente pour les passagers. C'est un point crucial pour les compagnies aériennes. On évalue à peu près 1 minute de retard, c'est entre 80 et 100 €. Le nombre de minutes de retard que l'on peut avoir en cumulé est conséquent. Et un point majeur aussi, c'est que malheureusement, les choses ne vont pas s'arrangeant. Entre l'année précédente et cette année, on a doublé le nombre de retards. Et les retards les plus importants sont aussi ceux qui se sont le plus accentués. Donc, quelques chiffres en termes de coûts. Coût des retards en Europe, 25,6 millions de minutes de retard, fois 80 ou 100 pour voir le coût pour les compagnies. Pour les passagers aussi, c'est un coût, 1,7 milliard pour les passagers, parce que un passager qui va arriver en retard, etc., ça va engendrer aussi du coût pour lui. Pour l'aéroport, c'est bien entendu un enjeu majeur, parce qu'on a des enjeux de satisfaction client. On va devoir développer des infrastructures. En fait, on va répondre à l'attente client par des infrastructures.
puisqu'on va s'étendre, alors que si on est mieux organisé avec un trafic fluide, bien entendu, on opère sur quelque chose, sur un domaine beaucoup plus restreint. Voilà, donc enjeu majeur qu'est la ponctualité. Parmi les causes de retard très génériques, elles sont multiples. On a premièrement tout ce qui est réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'on n'a pas la main sur tout en fait. Un avion qui va partir en retard de l'escale de provenance, forcément va engendrer un retard à l'arrivée, qui va décaler toute la suite des avions. Voilà, effet boule de neige, réaction en chaîne. Je me rends compte que j'ai involontairement oublié de mettre l'aéroport en termes de cause de retard. On y est aussi, un petit peu. De par la non-disponibilité de postes de stationnement, de par des infrastructures qui sont encombrées, engorgées. On a bien entendu les compagnies, hein. Problématique de maintenance, problématique, on va voir ça plus en détail. La météo est un facteur très important. Pour autant, on a la main dessus. On a la main parce qu'on peut s'organiser aussi pour s'arranger et puis faire des routes en adéquation en tout cas avec ce qui se passe dans le ciel. On a le facteur majeur, et vive les Français, ce sont les grèves. Et notamment, vous avez tous entendu parler des grèves d'Air France, mais je pense que les plus impactantes, ce sont les grèves du contrôleur aérien. Donc ça a engendré énormément de retard. Donc on a la tour de contrôle, et puis on a tout ce qui est trafic en route. Il faut savoir que quand on est en avion, en fait, tout le ciel européen, enfin le ciel en général, hein, est divisé en un certain nombre de secteurs. On a certains secteurs en France qui sont très, très, très encombrés, notamment aux alentours de Marseille. Donc on peut très bien avoir fait tout ce qu'il faut, être prêt à partir. Pour autant, on va être régulé par la navigation aérienne, c'est-à-dire qu'on va nous demander de décaler notre départ. On n'a pas la main sur tout. Et en plus, pour le passager, qui est représenté en rouge, pour le passager, mécontentement, bien entendu, et comme il faut toujours des fautifs, c'est souvent la faute de l'aéroport dans la tête du passager. Donc, en fait, je me souviens d'une étude qu'on avait réalisée où on avait questionné, en fait, selon vous, qui est responsable de la perte des bagages, etc. Et on avait dans cette étude, chaque fois, plus d'une majorité des personnes qui répondaient, c'est la faute de la compagnie. Donc la prochaine fois que vous n'avez pas votre bagage, c'est pas nous. Donc en fait, il faut qu'on joue ce rôle d'intégrateur de service. En fait, c'est crucial. Aux yeux du passager, on est responsable. Et de toute manière, gagnant-gagnant, on a à travailler ces sujets qui intéressent tout le monde. Voilà, je rentre un petit peu plus en détail dans le projet. Donc on a un projet qui est relativement restreint en termes de périmètre. On a fait le choix de travailler avec une petite compagnie. C'est la compagnie French Bee, qui est une compagnie française, une compagnie low cost, et uniquement sur un tronçon qui est Paris, l'île de la Réunion, sur les départs. Pourquoi ? On s'est dit, on va sécuriser aussi le projet, mais pour autant, cette compagnie, elle fait partie du groupe du Breuil, donc ce qui veut dire derrière Air Caraïbes, ce qui veut dire d'autres grosses compagnies qui ont un trafic et qui sont plus impactantes pour l'aéroport. L'idée, c'est de montrer, en fait, notre but, c'était de montrer que la démarche fonctionne. En plus, voilà, le fait d'avoir une compagnie relativement récente, qui est arrivée en 2017, ça permet aussi d'avoir des gens très engagés. On a eu la chance, en fait, de travailler avec French Bee, avec un directeur d'exploitation très présent sur le terrain, très en lien et philosophiquement parlant aussi avec la démarche qu'on a mis en place. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup aidé. Je vous le présente en images. Il s'excuse de ne pas avoir pu venir à l'extérieur aujourd'hui. Et je présente également, en fait, c'est pas moi qui aurais dû intervenir, hein, ce sont les acteurs du projet. Ils n'ont pas pu l'être. Et donc vous avez ici la responsable compagnie chez Aéroports de Paris. Donc ce sont les deux acteurs majeurs qui ont mené ce projet. Je vous présente d'abord, je fais court au suspense. Vous avez ici l'évolution de la ponctualité. Donc on a les années. En bleu, je ne sais pas si on voit bien en fait. En bleu, vous avez la ponctualité de la compagnie French Bee. Donc on est à 17% en janvier 2018. Et en vert,
on a, pour se comparer, la ponctualité de tout l'international d'Orly. Donc ça permet d'avoir une comparaison assez juste. Ce qu'on voit, c'est, mon côté positif, c'est qu'on voit quand même une tendance vraiment à la hausse. On explique en fait ce creux l'été dernier parce qu'on a eu cette problématique de grève, de nombreuses grèves avec les gilets jaunes. Donc ça, on ne peut rien y faire. Mais en règle générale, on voit quand même que... on a beaucoup de variations, mais on a tendance à vraiment s'améliorer. Et in fine, on est parti... on est peut-être à 17%, mais on était en moyenne à 30% hein, sur le début de l'exploitation jusqu'à janvier 2018. On est parti de 30% pour arriver à... En mars, on est à 77,8% de ponctualité. Donc c'est un gap énorme. On a continué, ensuite je n'ai pas mis les chiffres, mais ce que me disait hier le directeur d'exploitation de French Bee, il me disait, avant le projet, quand on était mauvais, un mois qui était mauvais, c'est 30% de ponctu. Maintenant, un mois mauvais, c'est 60% de ponctu. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et on voit surtout qu'à partir du moment où on a mis des actions assez emblématiques en place, on voit qu'il y a, qu'on double, en fait, qu'on dépasse le trafic international d'Orly et qu'on continue ensuite en creusant l'écart. Donc le trafic d'Orly continue quand même, la ponctualité d'Orly continue à augmenter, donc c'est quand même quelque chose de positif. Voilà. Un premier point assez phare, qui a vraiment contribué aussi à la bonne réalisation du projet, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est intégrateur de services. On voit ici chaque acteur du projet. Donc on a l'aéroport, la compagnie, l'assistant de la compagnie. Déjà, nous, on n'a plus de relation contractuelle avec l'assistant. À côté, c'est l'assistant de la compagnie, ce qui veut dire qu'on s'en éloigne encore plus et que la compagnie n'a pas de lien contractuel avec eux, etc., etc., etc. En fait, on a une douzaine d'acteurs. Un avion qui doit partir, ça sous-entend du catering, du fuel, de la maintenance, du fret, le chargement des bagages, etc., toutes les opérations. Donc c'est relativement... et tout le monde a un jeu à jouer. Un maillon là-dedans qui ne va pas, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble des acteurs indispensables et qui contribuent au départ à l'heure d'un avion. Donc le point plutôt... ce qui a beaucoup aidé aussi au départ à démarrer cette démarche, c'est qu'on a pris chacun de ces acteurs individuellement et on les a questionnés sur quelles sont les entreprises, quels sont les partenaires avec lesquels vous avez le plus de liens et surtout quelles sont vos problématiques. Qu'est-ce que vous aimeriez voir au travers de ce projet? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez ne plus voir ou voir différemment? Et donc, on a répertorié l'ensemble de ces problématiques ci-dessous. Voilà. On les a résumées en quelques engagements. On peut dire que, en fait, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on n'a pas gagné par rapport à ces engagements? On s'était engagé à gagner 40 points de ponctualité de façon pérenne, pérenne étant un terme plus qu'important. Aujourd'hui, on les a gagnés. Par contre, ce n'est pas encore quelque chose... La démarche, elle n'est pas encore ancrée, elle n'est pas encore solide. Et ça, on en a tous conscience. Donc, on a encore un travail à faire pour ancrer cette démarche. On en parlera tout à l'heure. Il y avait un enjeu de compétitivité et de maîtrise opérationnelle de la part des assistants. Et donc, ça, oui, totalement. Les assistants d'assistants, etc. Tout le monde est engagé dans cette démarche. Tout le monde se sent engagé à refondu des process. Donc, on a réussi ce point-là. On avait un besoin d'optimiser le stationnement des avions. Donc ça, in fine, ça a beaucoup apporté. On arrive maintenant à un taux de contact régulier de 80%, ce qui est bon. Hein. On n'a même pas besoin d'avoir un 100% taux de contact. Un 80%, c'est très bon. Donc on a réussi à gagner là-dessus. La satisfaction client, forcément, elle a évolué puisque la première attente du client, c'est de partir à l'heure. On s'est rendu compte au travers d'enquêtes qu'il y a encore on a encore quelques leviers sur lesquels on a la main au niveau de la satisfaction des clients. Après, j'ai été assez dur dans la notation. Fédérer les équipes autour d'un objectif commun, oui, on l'a eu. Par contre, toute la partie on s'était engagé aussi à travailler sur le bien-être, la montée en compétences des équipes, et c'est ce qui va faire qu'in fine, la démarche est pérenne. J'aurais aimé mettre une croix au milieu. Pour l'instant, on n'y est pas.
Pour l'instant, on n'y est pas. On a eu énormément de difficultés à avoir les équipes terrain mobilisées. Pas parce que les équipes terrain ne voulaient pas, mais parce qu'on est dans un domaine qui est l'exploitation, et que priorité à l'exploitation, et que, bien entendu, les personnes sont plutôt contraintes avec des horaires très tendus et doivent sauter, entre guillemets, d'un vol à un autre. Et donc, on n'arrive pas à avoir beaucoup d'opérationnels avec nous dans les groupes de travail. Ça a été beaucoup plus simple, on l'a fait avec les acteurs de l'aéroport. Et ensuite, une cartographie process départ et création d'ABAC factuels. Les ABAC, on est en train de on a prévu de les formaliser, et la cartographie, en fait, la cartographie, elle est quand même faite, hein. Donc, je vais vous montrer un deuxième point assez important. En fait, ce que ça représente, c'est la chronologie complète des opérations avant le départ du vol. On commence à H-4, c'est-à-dire 4 heures avant le départ du vol, et on va jusqu'à 5 minutes, on retire les passerelles, fermeture des portes-cabines, et hop, après on s'envole, on décolle. Donc, dans les premières actions également, on a rencontré les 12 opérateurs. On a fait la chronologie des départs-vols pour les 12 opérateurs. On a mis tout ça en commun. Et donc, première réunion du comité de pilotage avec ces 12 personnes, il y a eu un espèce d'effet waouh en se disant « Bah oui, mais si chacun fait bien son boulot, eh ben, mi-taboule, l'avion ne partira pas à l'heure. » Donc, on s'est rendu compte que l'enchaînement des actions de chaque opérateur était certes coordonné, mais pas de façon optimale. Et donc, on a dû changer, inverser des opérations, le catering avec le nettoyage, etc. On a dû décaler aussi au niveau du process certaines opérations. Donc, on a créé une nouvelle chronologie qui rassemble en fait l'ensemble des opérateurs. Voilà, ça, c'était un point relativement important et qui a permis aussi à tout le comité de direction de se dire il y a vraiment quelque chose à gagner. Pour autant, ça n'a pas suffi. Et on a demandé, je me souviens, ça m'avait assez marqué, lors de cette première réunion, il y a déjà eu des demandes on a besoin d'avancer et d'avoir des sujets concrets. Donc, commencer à faire, on n'a pas tellement le temps pour se poser et se dire, OK, on va creuser, on va analyser pourquoi tel retard, qu'est-ce qui se passe concrètement. On a besoin de produire. On a une attente de la part de nos directeurs de produire. Donc, on a commencé avec des quick wins en parallèle de la démarche. Voilà, donc on a identifié rapidement quelques points qui étaient clés aussi pour faire en sorte que tout le monde adhère et qui étaient aussi nécessaires de toute manière au projet. Après, on s'est focalisé donc en parallèle sur l'analyse de ces retards. Et donc, dans notre façon de travailler, on va s'intéresser à ce qu'on appelle ici les DL. C'est les retards, en fait. C'est les causes de retard qui sont numérotées et qui correspondent à certaines causes. Donc, là, deuxième gros apprentissage pour l'ensemble des acteurs et puis pour nous-mêmes aussi, c'est qu'on avait beaucoup de mesures. Donc, on a classifié tous ces retards. Et en fait, on s'est rendu compte que la réalité, on l'a fait en parallèle, on a fait des observations de terrain. On s'est dit, c'est bizarre. Ce qu'on voit sur le graphique, les causes de retard les plus importantes, ce n'est pas forcément celles qu'on voit sur le terrain. Donc, on a fait un énorme travail de présence sur le terrain, d'analyse des comptes rendus faits par les opérateurs. Et on s'est rendu compte que les vraies causes de retard qui apparaissent ici n'étaient pas forcément celles qui étaient identifiées et donc celles sur lesquelles les équipes, logiquement, travaillent. Donc, l'importance du terrain, ce qui m'a frappé aussi, c'est de se dire que on a tous des certitudes, et tous, hein, enfin tous, peut-être surtout moi. Et en fait, le fait de voir sur le terrain, on va apprendre des choses totalement différentes. Donc c'est une remise en question incessante. Donc là, on a compris qu'un tiers des retards étaient liés à des problématiques passagers. Et sur ces un tiers, 23% étaient liés aux passagers manquants et à la recherche bagages. Vous ne pouvez pas, en fait, un avion ne peut pas décoller si le bagage est à bord de l'avion, mais que le passager manque au départ. Et sur le vol French Bee Paris-La Réunion, c'était quelque chose, ça l'est toujours, mais beaucoup moins, de récurrent, vraiment récurrent. Et donc, ce qui s'est passé, donc il y a eu une forte campagne de communication. Il a fallu quand même creuser un petit peu plus, parce que là aussi, on a encore des idées assez arrêtées. On s'est dit, pourquoi est-ce que les passagers sont en retard ? Il y a une question de typologie passager.
Il y a également de belles boutiques chez Aéroport de Paris, avec des prix intéressants. Et donc on se dit, les passagers, ils sont dans les boutiques, ils prennent le temps. Et en creusant, en allant sur le terrain, en faisant des études, en faisant des enquêtes, en questionnant, on s'est rendu compte que non, les passagers n'étaient pas forcément en train de faire les boutiques en long, en large et en travers, mais ils n'avaient pas cette compréhension de ce qui pour nous est très simple, de ce départ à H-30, qui ne veut rien dire d'ailleurs. Donc ils se retrouvaient en porte, ils arrivaient en porte très naturellement, et puis voilà, on leur indiquait que le vol était parti, que c'était trop tard, et ça on en a eu un certain nombre. Et c'était plus à cause d'une mauvaise compréhension de leur part. Donc d'où toute la partie, donc il y a un énorme travail de fait par la compagnie sur le site internet, communication de la part de l'aéroport aussi sur les écrans vol. J'ai reçu hier, on ne se rend pas compte de la difficulté de faire avancer ce type de choses, mais je n'ai pas pu le projeter parce que je l'ai reçu hier, la CAB, donc la carte d'embarquement, la nouvelle carte d'embarquement de French Bee, dans laquelle on n'a plus le focus sur l'heure de départ, parce qu'in fine on s'en fiche, mais en fait ça représente un mini chronogramme qui montre l'ouverture des portes et la fermeture des portes, avec une belle explication de « attention, là, la porte est fermée, vous ne partez plus ». Donc ça, je pense que ça révolutionne aussi, ça a révolutionné chez French Bee un mode de fonctionnement. Parce que si on fait une cab comme ça pour Paris-La Réunion, on la fait pour toutes les lignes. On ne la fait pas que pour la France, on la fait pour tout. Donc c'est des choses assez clés. Voilà. Et autre projet qui est intéressant aussi à discuter, c'est que, donc, qui dit recherche bagage dit perte de temps, parce que ça se fait obligatoirement juste avant le départ du vol. Donc on a mis en place une procédure qui est de se dire que les derniers passagers qui arrivent à l'enregistrement sont associés à leurs bagages en porte. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter directement les bagages, mais quand les passagers se présentent, on fait monter les bagages en porte. Et donc, je parle de ce sujet qui est intéressant parce que, justement, on a commencé à faire le lien avec Air Caraïbes en se disant, OK, cette bonne action, on va la déployer également sur une compagnie autre. Donc, un petit exemple de ce que peut donner une action très simple de se dire, on va mettre sur la carte d'embarquement au démarrage un tag qui indique que la porte se ferme 30 minutes avant. On a fait des enquêtes où l'on demande aux passagers s'ils comprennent que la porte ferme 20 minutes avant le départ du vol. Donc ça, c'est les enquêtes quand il n'y a pas de tag. On a quasi un quart des passagers qui ne sont pas au courant que la porte va fermer à l'avance. Quand on a commencé les campagnes avec les stickers, on a refait ces mêmes enquêtes. Et voilà, uniquement 4% des passagers déclaraient ne pas être au courant de l'heure de la fermeture de la porte. Donc c'est des choses qui fonctionnent. Après, je disais qu'on pouvait encore continuer au niveau de la satisfaction passager, parce qu'on a des engagements de satisfaction passager, on se rend compte qu'on a encore à progresser sur le fait que les passagers ne savent pas qu'après les contrôles, il leur reste encore X temps à marcher. C'est un sacré parcours que de prendre un vol. Je vous parle de quelques autres sujets également, toujours liés à de l'observation de terrain. Beaucoup d'observation de terrain dans le projet. Donc toujours beaucoup de certitudes qui sont en fait balayées par les observations de terrain et puis le côté factuel. On avait des problématiques au niveau de l'enregistrement et on s'est rendu compte qu'on automatise tout. On a des BLS, des bornes libre-service. Quand vous arrivez, vous passez par ces petites machines qui vous permettent d'imprimer votre carte d'embarquement et votre tag à mettre sur le bagage. Et en fait, on s'est rendu compte que les pannes récurrentes étaient liées à des problématiques climatiques. Il fait trop chaud, les appareils sont en panne. Il fait trop froid, les appareils sont en panne. Toute la logique aussi, toute la logique pour amener le passager à imprimer son tag était à optimiser. Donc on a revu aussi toute cette partie-là. Et donc on a gagné énormément de fluidité au niveau de l'enregistrement. Voilà. Un autre point qui nous a fait gagner beaucoup de temps, enfin beaucoup de points en termes de ponctualité, c'est aussi une volonté, en fait il y a une volonté de la compagnie de partir au minimum, d'essayer de partir vraiment au contact. Donc quand vous prenez l'avion, vous pouvez être au contact, c'est-à-dire aller directement dans l'avion, vous pouvez prendre un bus
pour être ce qu'on appelle au large. Et donc il y avait une volonté de toujours, dès qu'il y avait un point de contact de libre, la compagnie était rapatriée au contact. Et donc les agents Aéroports de Paris avaient cette volonté d'essayer de rapatrier un maximum de compagnies, et la compagnie aussi. En plus, la compagnie doit payer le bus, et c'est mauvais en termes de satisfaction passager. Et en fait, on a révolutionné aussi cette façon de penser. Une analyse toute simple, montrer que les vols au contact étaient beaucoup plus en retard. Et donc, on a défini, on a calculé, on a mesuré, on a calculé qu'il fallait à minimum 2 heures pour pouvoir rapatrier un vol au contact et le faire partir à l'heure. Donc, il y a une règle assez claire qui a été mise en place et qui a été diffusée aussi pour d'autres compagnies, de se dire que 2 heures avant le départ, on ne bouge pas l'avion, on le laisse au large s'il est au large, on ne le rapatrie pas. Ça fait gagner beaucoup de points. Voilà. Et le sujet qui reste majeur, en fait, c'est toute la partie communication. Donc, je vous disais qu'on avait un certain nombre d'acteurs et qu'on avait besoin, nécessité d'avoir l'ensemble de ces acteurs. Donc, on a réalisé des ateliers de travail on a fait plein d'ateliers de travail. J'en présente quelques-uns. Donc, un qui est intéressant sur la communication, où on demandait à chaque acteur de dire qu'est-ce que j'attends comme information et de qui est-ce que cette information doit venir. Donc, je ne sais pas si vous voyez, les petits points rouges, c'est chaque fois qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a plus de petits papiers avec des points rouges que... Donc, on a identifié un nombre de problématiques à résoudre gigantesques. Et on a fait en parallèle un autre atelier de se dire, on a repris la chronologie, donc 4 heures avant le départ et jusqu'au départ. Donc, de quelle information j'ai besoin, à quel moment, de qui elle me provient et à qui je la donne. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un acteur qui est majeur, qui est l'assistant de la compagnie, qui joue ce rôle, qui est censé jouer ce rôle de coordonnateur et de faire en sorte que chacun intervienne au bon moment. On n'a aucun vol où on puisse... en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun vol où on puisse savoir à l'avance qui intervient à quelle heure. Il y a forcément en exploitation toujours un petit aléa qui va décaler toute la chaîne. Et donc, c'est hyper compliqué parce que les acteurs peuvent être pris sur d'autres vols. Les assistants travaillent sur différents vols. Donc, il y a toute une logique d'organisation, d'optimisation à mettre en place au quotidien. Donc, un gros travail qui est fait sur le rôle de coordonnateur. Et donc... ce coordonnateur doit avoir une information très précise. Donc actuellement, c'est un projet qui est encore en cours en fait. Actuellement, on travaille sur la fiabilité de l'information. Le coordonnateur, ça paraît bateau au possible, mais qu'est-ce que ça peut engendrer de problématiques ? Un coordonnateur qui a un assistant qui lui dit ok, j'arrive. Est-ce que c'est j'arrive dans 20 minutes ? Est-ce que c'est j'arrive dans 5 minutes ? Tout ça, ça va chaque fois entraîner des réactions en chaîne sur les autres acteurs. Donc, un gros travail sur la fiabilité de l'information. Et une des causes racines, en fait, qui est encore en discussion, c'est que notre système de DL, de cause retard, c'est un système qui est imposé par IATA, c'est un système qui est lourdement ancré dans la boîte. Et donc, on s'est rendu compte que l'objectif de chaque acteur, de chacun de ces 12 acteurs, c'était absolument pas que l'avion parte à l'heure. Ça, ils s'en fichent. Ce qui était important pour eux, c'était de ne pas avoir de cause retard qui leur était imputée. Et ça, c'est le point phare, le point majeur, la cause racine, sauf que c'est très compliqué à faire bouger. Très, très compliqué à faire bouger. Donc ça, c'est un petit peu dans les difficultés. C'est dans les difficultés. Donc, par rapport à ce point, on avance à tâtons. En fait, on fait des petites expés. Donc, on va essayer de travailler pendant 15 jours. En fait, on s'est engagé sur une période très courte, 15 jours, de faire fi de ces causes retard et puis de travailler uniquement la fiabilisation de l'information. On verra ce que ça amène sur 15 jours. Et donc, ça, c'est prévu pour juin. Voilà. Ce qui reste à faire, c'est ce côté... En fait, c'est ce côté ancrage. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de faire monter en compétence les équipes. Maintenant, il faut qu'on arrive à passer davantage la main à la compagnie pour qu'après chaque départ de vol, on puisse avoir les personnes présentes sur le terrain qui rapidement puissent se dire en petit débrief, OK, qu'est-ce qui fait que l'avion n'est pas parti à l'heure aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Les problématiques un petit peu plus phares, plus majeures, on les remonte un temps au-dessus. Enfin, de mettre en place le système d'amélioration continue. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans la volonté de la compagnie. Ils le veulent, ils sont conscients que c'est nécessaire
Et c'est là où je dis qu'on n'est pas parfait, c'est qu'ils ont énormément de difficultés à le faire parce qu'il y a beaucoup de vols, de plus en plus de vols, et que les opérationnels jonglent d'un avion à l'autre. Donc là aussi, on va avancer en petites expés sur des périodes relativement courtes. Je reviens rapidement sur les points pour le prochain projet. Je pense que je reviendrai sur ces points-là, je les garderai. C'est l'importance d'avoir dans la partie de définition du projet, pour avoir l'ensemble des acteurs, s'assurer qu'on répond bien à chacune de leurs parties, chacune de leurs attentes. Et donc là, on est sûr que, quel que soit le nombre d'acteurs, s'ils ont tous pu dire « Ok, moi j'ai besoin de ça », et si on s'engage à y répondre, on les aura avec nous. Ça, c'est capital. Le côté très factuel de la mesure, on a tous nos idées reçues, et c'est pas si évident hein. Quand on se retrouve en comité de pilotage et qu'on a des directeurs qui nous disent non mais attends stop, et qui sont tous d'accord sur le fait que la cause de retard c'est ça, et la cause de retard c'était le fait que à l'aéroport, eh bien quand on passe la sûreté, ça nous met en retard, et vous l'avez vu à la télé hein, sûrement. On a fait la une l'été dernier, donc le passage sûreté peut prendre énormément de temps. C'était pour eux la cause majeure, donc c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Eh bien non, c'est pas ça. Il faut mesurer, il faut être sur le terrain, et tant qu'on n'a pas ramené du factuel, on a du mal à faire adhérer. Donc l'importance de la mesure. Le côté creuser les problématiques, on pense toujours, enfin il faut vraiment aller à cette cause racine, mais ça vous l'avez bien en tête. Il est capital de pouvoir communiquer sur des actions qui sont un peu phares et qui vont intéresser les équipes, qui vont parler aux équipes et qui vont permettre de faire des petits gaps en termes de ponctus. Et bien entendu, l'amélioration continue, en fait, le Kaizen porté au quotidien par la compagnie. Pas quelque chose qu'on a réalisé, mais par contre, bien entendu, dans les bonnes pratiques. Les difficultés. Malgré tout, moi j'ai une petite frustration en fait. J'ai une petite frustration parce qu'on a du mal à faire bouger ces causes racines. Et je pense à refaire, je pense que je demanderai un engagement du sponsor un petit peu plus fort. On a eu, en fait, première réunion, l'ensemble du comité de direction, l'ensemble du COPIL présent. Deuxième réunion, on est descendu au niveau des directeurs d'exploitation. Et le COPIL était plus présent. Non pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés par le projet, parce qu'ils ont 3 milliards de choses à faire, plus importantes. Et donc forcément, au début, on était sur une démarche de 6 mois. On était censé terminer cette démarche, passer la main, parce que ça ne s'arrête jamais, en août. Et le fait, je pense, de ne pas voir le sponsoring au haut niveau sur toute la durée du projet, présent hein, physiquement, voilà, les choses mettent beaucoup plus de temps à se faire. Hein, et on voit qu'on obtient des résultats qui sont plus qu'importants pour la compagnie, pour tout le monde, in fine pour le client, le passager, sauf qu'on en est à 1 an et demi. Donc tout ça, c'est lié aussi à une communication en haut lieu. Je pense qu'on aurait dû. Donc en comité de direction de l'aéroport, présenter les avancées de ce projet, les difficultés, qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on réussit, et essayer d'amener aussi toute cette, ça rejoint le point précédent, hein, cette direction à nous suivre. Le côté cause racine, je pense que qu'il faut davantage préparer aussi la direction au fait que on va avoir petit à petit dans l'avancée du projet, on va avoir des problématiques à résoudre si on veut avancer, et ces problématiques, elles peuvent être impactantes. Donc jusqu'où veut-on aller ? Jusqu'où veut-on aller ? Et presque un engagement à se dire, ok, on arrête de contourner ces problématiques, on les affronte, on fait modifier les choses, on avance de façon un petit peu plus ferme par rapport à ça. Ne pas forcer une démarche. Ne pas forcer une démarche, on a toujours envie de convaincre parce qu'on sait que ça va marcher. Sauf que chez nous, on a ça s'entend, hein, priorité exploitation. Moi, je me suis battue pour les opérationnels, à rappeler la compagnie en permanence, et ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Donc, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. On a défini un certain cadre de travail, des engagements. Tous ne sont pas respectés. Pour autant, il faut réussir à avancer avec ça et pas forcer les choses. Je pense que ça ne sert à rien de convaincre. Voilà, vivre le terrain avec le terrain, mais ceci dit, on l'a quand même beaucoup fait. Et surtout, un point un peu majeur, c'est ce côté qui aurait peut-être davantage intéressé aussi le comité de direction, c'est le côté valorisation du projet. Si vous vous souvenez, 1 minute de retard pour la compagnie, entre 80 et 100 euros. Pour French Bee, pour une petite ligne Paris-La Réunion, ils ont 10 vols. Ils ont, depuis le début de l'exploitation, ils ont 1,5 million de passagers. Rien que sur l'année 2018,
ils ont perdu, à cause des retards, pas loin d'1 million d'euros. Ce qu'on montre, c'est que sur les 4 premiers mois de l'année, on a fait gagner à peu près 300 000 euros. Donc c'est pas énorme, mais on met ça sur des compagnies un petit peu plus impactantes, sur des trafics voilà, plus musclés. Voilà, la transformation financière, elle est quand même intéressante. Voilà. Génial. Je vous Merci. promets pas... bon. C'est fascinant.